Hello, je m'appelle Romain Titime et aujourd'hui je suis très heureux de te parler de ce qui se passe au Louvre. Alors, non pas à l'intérieur de ces salles très connues, mais plutôt ce qui se passe un peu plus en l'air, à savoir ici, sur les toits du musée. Pour contrer le côté ciel de cette vidéo, tu pourras trouver sur ma chaîne YouTube le côté terre, puisque je te parle des sous-sols qui abritent bien des choses. Enfin, place à l'histoire des toits du musée le plus visité du monde, le Louvre. La naissance du Louvre date de 1190 quand le roi Philippe Auguste décide de construire une forteresse pour protéger Paris. Les rois suivants agrandissent, font évoluer les murs et aujourd'hui, l'un des plus anciens morceaux qui date du Moyen-Âge est observable depuis l'intérieur du musée, ce qui offre une magnifique balade historique. Tant que je suis sur les toits, une petite originalité est à noter sur le pavillon Sully côté cour carrée qu'il y a derrière moi. De l'extérieur, on remarque la parfaite symétrie du bâtiment qui ne permet pas de deviner comment s'organise l'intérieur et ça, c'est original. Et si on lève la tête depuis la cour carrée, on aperçoit au-dessus de chaque fenêtre des rectangles de marbre colorés qui laissent bien comprendre la richesse du royaume, ainsi que de hautes fenêtres qui sont très caractéristiques de ce qu'aiment les Français. On peut aussi noter l'originalité des toits qui sont brisés pour que depuis le sol, on ne puisse pas les voir, parce que normalement, oui, un toit, c'est pointu. En 1652, Louis XIV s'installe au Louvre avec sa famille et 5 ans plus tard, en 1657, il ordonne à l'architecte Levau de raser au fur et à mesure des morceaux et il va terminer une aile, puis en doubler une autre, pour terminer sur un carré. Attention cependant, le projet de la cour carrée remontait déjà à l'époque d'Henri IV. J'ai 2 anecdotes sympas pour ce côté du Louvre. La première, c'est que pour la colonnade, les architectes de Louis XIV vont utiliser la technologie du métal, oui du métal, pour la construire vers 1668 en y mettant d'énormes tiges de métal cachées dans les pierres. Tout cela permet du coup de stabiliser la façade du palais à l'arrière aujourd'hui, bien qu'à l'époque c'était la plus importante, celle de l'entrée. Et l'autre anecdote, c'est qu'après avoir achevé ce morceau du palais, la colonnade, dont je te parle un peu plus en détail plus tard, c'est que les toits, ils n'ont pas été terminés, laissant place à des zones à l'abandon et à un jardin de courtisans rempli d'arbres le temps qu'on s'occupe du toit. Ah, pourquoi Louis XIV ne fait rien? Mais parce qu'il s'est extirpé du côté de Versailles avec sa famille, pour être loin du peuple. En 1793, c'est une très belle année puisque pour la première fois, un muséum ouvre ses portes. Peintures et sculptures se retrouvent dans la Grande Galerie, ce qui va faire de 1793 une année très importante pour le Louvre. Puis Napoléon va ramener plein de ses saisies au cours de ses batailles, histoire de remplir un petit peu la collection. Après lui, en 1827, c'est Charles X qui va ouvrir un musée à son nom, puisque c'est sous son règne. Le musée Charles X, là où aujourd'hui on aperçoit un morceau de la collection d'antiquités grecques et égyptiennes. Napoléon III a un rôle important là-dedans puisqu'il va terminer ce qui a été commencé à la Renaissance et poursuivre les travaux des anciens rois de France. Il approuve donc les plans de Louis Visconti en 1852 qui veut absolument s'inspirer de ses prédécesseurs en prenant soin de faire ses moulages sur le vieux Louvre. D'ailleurs, notre architecte a dû s'armer de beaucoup de patience et de technique puisqu'il fallait être prêt pour l'exposition universelle de 1855. Napoléon va donner des délais très courts et surtout des consignes très précises comme par exemple pas de cantine sur le chantier et aussi écarter tous les vendeurs d'eau-de-vie afin de ne pas tenter les employés à la boisson. Et quand Visconti décède, c'est Le Fuel qui va reprendre les plans avec sa petite touche perso, une surcharge de décor sculpté. Le pavillon Sully, juste ici, a une particularité qui se voit pas mal, côté ouest, c'est que sa façade ressort beaucoup. C'est Le Fuel qui va vouloir cette surépaisseur riche en sculptures et on le voit très bien, à condition d'être du côté cour Napoléon en faisant dos à la pyramide, et effectivement le morceau central ressort du mur. Pour rester dans le domaine de la construction du Louvre, la pyramide est ordonnée par François Mitterrand et inaugurée en 1989. L'idée de l'architecte Yeo Ming-pei pour garder le côté vieux bâtiment et de ne surtout pas tenter ni de le camoufler ou de le moderniser, c'est de faire cette fameuse pyramide de 673 panneaux de verre. Et du coup on voit le vieux bâtiment au travers des vitres, ce qui est une très bonne idée qui ne va pas plaire à tout le monde puisque il y en a qui pensent que ça défigure pas mal la place du Louvre. Elle est d'ailleurs accompagnée de 3 versions d'elle-même en miniature autour d'elle et de celle qui est inversée au niveau du carrousel du Louvre. Aujourd'hui, si on lève un peu la tête, on aperçoit énormément de statues qui bordent la cour Napoléon et ce sont surtout des statues d'hommes. Par exemple, côté aile en retour Molien, près du rond-point du Carrousel, on trouve Bernard Palissy. Alors qui était Bernard Palissy? C'était un céramiste un petit peu particulier puisqu'il avait l'habitude de...
Tu sais quoi, si tu veux en savoir plus, t'iras voir sur ma chaîne puisque j'en parle un peu plus. On peut aussi trouver du côté de la rotonde de Beauvais dans la cour Napoléon notre ami Lavoisier, un chimiste français très connu qui nous a sorti le grand dicton « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La classe, non? Puis pour les amoureux des lettres, toujours dans la cour Napoléon, on trouve Charles Perrault, très connu pour ses contes et aussi, petite anecdote, pour s'être marié à 44 ans avec une femme de 19 ans. Mais l'amour n'a pas d'âge. Oh et tiens, l'ancienne entrée principale, donc les colonnades là où les toits n'étaient pas terminés par Louis XIV, eh bien l'architecte de ce morceau-là, en 1667, c'est Claude Perrault, le frère de Charles Perrault. Une petite coïncidence rigolote. Puis bien sûr, pour un peu de modernité, on y met des détails cachés dans les reliefs pour montrer qu'au 19e siècle, on s'adapte aux nouveautés. Alors si on regarde bien, on peut apercevoir une locomotive du côté du pavillon Richelieu, habilement cachée. Et oui, quoi de plus moderne que d'illustrer le chemin de fer? On en retrouve une aussi du côté de notre ami Bernard Palissy de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est une locomotive à vapeur et sur un relief qui incarne la science et l'industrie. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les toits du Louvre. N'hésite surtout pas à aller voir d'autres vidéos sur cette chaîne, puisque mes compères YouTube en ont fait de très bonnes, et cette fois-ci à l'intérieur du musée. Et tiens, si jamais le côté ciel t'a plu, tu pourras trouver sur ma chaîne YouTube le côté terre, parce qu'il se passe bien des choses là-dessous, mais ça, c'est une autre histoire.